Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce 6e webinaire défi consacré à la cession et à la transmission d'entreprises dans un contexte de crise. Défi est une initiative qui est née de l'impulsion de 15 dirigeantes et dirigeants indépendants, réunis par une volonté commune, c'est le partage d'expériences et d'expertise opérationnelle vers d'autres dirigeants. Notre raison d'être est d'apporter des regards croisés opérationnels de dirigeant à dirigeant. Et cette équipe est animée par une logique de co-construction basée sur le pragmatisme et le pari vrai pour la présentation de solutions concrètes, souvent méconnues, en réponse aux enjeux des entreprises. La question qui nous anime aujourd'hui, c'est qu'on est tous d'accord qu'on a vécu une année sans précédent, en 2020, et que 2021 ouvre le terrain à de nouvelles pratiques, à de nouveaux contextes, et notamment sur le champ de la transmission des PME. Une étude qui est sortie ces tout derniers jours de la CCI Lyon Métropole montre que 76% des chefs d'entreprise déclarent que la pandémie a joué un rôle sur leur projet de transmission. Mais la question qui est derrière ça, c'est la suivante. Dans un contexte tel que celui qu'on vit aujourd'hui, comment traiter les acquisitions, les cessions, les entrées au capital, quels atouts mettre en valeur et comment réussir à aller jusqu'au bout de ces opérations. Aujourd'hui, on va se donner 1h15 à 6, donc il va falloir qu'on soit efficace, messieurs. 6 panélistes qui sont là pour justement vous apporter leur point de vue, dresser un panorama sur le comportement des acheteurs, des vendeurs et présenter des démarches et des outils innovants qui ont été mis en place au fil de l'eau, petit pas par petit pas, et qui permettent aujourd'hui d'engager des opérations et d'aller jusqu'au bout de ces opérations. Donc le sommaire, les points clés qu'on va voir aujourd'hui, c'est un élément de contexte, les méthodes d'évaluation classiques et puis les impacts qu'elles connaissent avec la crise, voir qu'effectivement le marché est en train de se fluidifier, qui prend une certaine agilité, prendre après le point de vue et les perspectives des acquéreurs, et puis voir ensemble comment effectivement on peut mettre en place plus d'ingénierie, plus de créativité pour boucler les deals. On verra également comment peut-être maintenant et dans le futur, renforcer ces fondamentaux pour pouvoir avancer encore plus sur une attractivité de nos entreprises. Donc, nos participants sont tous des professionnels qui accompagnent les dirigeants d'entreprise dans leur stratégie et plus particulièrement aujourd'hui dans leur stratégie d'acquisition et transmission. On va faire le tour de table, messieurs. Patrick, donc tu es dirigeant fondateur d'Exocea. Tu accompagnes les vendeurs sur les cessions de titres et de l'immobilier. Bonjour Patrick. Gilles, tu accompagnes les dirigeants sur leur stratégie, l'organisation et leur financement. Bonjour, merci. Mathieu, tu es associé expert comptable chez Orial. C'est un vrai partenaire, vous vous positionnez vraiment en tant que partenaire conseil dans tous les domaines financiers, fiscaux et en matière RH pour être à côté des dirigeants à tout moment. Bonjour à tous. Thomas, tu es investisseur en capital partenaire chez Cyclades et tu es spécialiste de l'accompagnement des PME. Bonjour. Et Cédric, tu es partenaire chez Eight Advisory. Vous faites du conseil en transaction, en restructuring et en transformation. Vous êtes un cabinet français indépendant et vous êtes présent en France et à l'international. Bonjour à tous. Bonjour messieurs. Et nous-mêmes, MCG, donc, on accompagne les dirigeants dans les projets complexes sur un point de vue pragmatique et opérationnel. Moi, j'interviens particulièrement sur les sujets de reprise à la barre du tribunal de commerce et de management de transition. Alors, Thomas, je te propose de commencer avec des éléments de contexte pour les rapprocher avec les stratégies qui peuvent être engagées aujourd'hui. Très bien, oui. Donc, peut-être qu'il faut faire un petit flashback et se replacer mi-2020. En ce qui nous concerne, nous, on a réalisé 4 deals en 2020, en juin 2020, mais qui étaient des deals qu'on avait reçus antérieurement à la crise. Et on se posait la question de savoir ce qui allait se passer à la rentrée de septembre. Et on a été surpris de voir qu'il y avait du deal flow. En fait, ça ne s'est pas arrêté. Dans le segment des PME sur lequel nous, on évolue, ça ne s'est pas arrêté. Et on a été surpris de voir que le deal flow restait important à la rentrée de septembre. Et c'est toujours le cas en ce début d'année. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi réaliser une opération capitalistique en 2021 alors que 2020 a été pour l'essentiel des entreprises françaises la pire année
en termes financiers depuis bien longtemps. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est quand il y a une contrainte, une nécessité de réaliser une opération. Donc, ça peut être une contrainte d'âge, un dirigeant qui souhaite prendre sa retraite. Ça peut être une contrainte financière parce que la société a beaucoup souffert en 2020, donc elle a beaucoup pioché dans ses fonds propres. Il peut y avoir un autre type de démarche qui est une approche patrimoniale. On voit ça très fréquemment, des dirigeants qui ont tout leur patrimoine qui est constitué des titres de l'entreprise et qui souhaitent le diversifier ou le monétiser. Et il y a des dirigeants qui se sont rendus compte de l'utilité de diversifier leur patrimoine en 2020. Donc, ces opérations se débloquent. Quelquefois, c'était dans les tuyaux et ça se précipite un peu. Le troisième cas de figure, c'est le souhait ou la nécessité de s'adosser. Des dirigeants qui se rendent compte qu'il serait préférable pour eux, pour leur entreprise, pour leurs salariés, de faire partie d'un ensemble plus grand, plus diversifié. Et enfin, puisque les trois premiers cas, c'était plutôt des opérations de cession, eh bien, on peut envisager, il y a des entreprises qui peuvent envisager des levées de fonds pour se redéployer après une année un peu difficile, ou alors croître en organique ou en externe, c'est-à-dire bénéficier de toutes les opportunités d'entreprises à céder qui sont en train d'arriver. Oui, se mettre en fait en ordre de marche pour pouvoir demain être plus facilement à l'écoute des stratégies à prendre en place, quoi. Tout à fait. Merci Thomas. Donc effectivement, là, on va rentrer sur cette première question. Comment avancer sur un deal dans un contexte aussi particulier? Alors Mathieu, est-ce que pour commencer, tu voudrais bien nous rappeler les différentes méthodes d'évaluation qui sont les plus classiques? Moi, je vais vous présenter un point un peu plus technique. Voilà, en quelques minutes, les principes généraux généralement utilisés pour valoriser une entreprise. Puis, je ferai du coup un petit focus sur comment ces méthodes sont impactées par la crise. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre approche en fait, pour permettre en fait, ces opérations qui, par nature, compte tenu du contexte, sont plus compliquées à réaliser. Donc, le premier point, voilà, qui est un peu plus technique, mais pour que tout le monde soit à peu près au même niveau, généralement, on utilise trois méthodes pour valoriser une entreprise dans un contexte transactionnel. Donc, une première méthode qui se décline en deux, en fait, méthode dite des multiples de transactions comparables ou multiples de sociétés cotées. En fait, dans cette méthode, on va analyser sur le marché de la fusion-acquisition les transactions qui ont été réalisées, regarder à quelle valeur elles ont été effectuées, regarder quels étaient les indicateurs financiers des entreprises concernées, donc leur résultat net, leur EBE, leur chiffre d'affaires, afin de déterminer ce rapport entre les deux. Donc, rapport entre un indicateur financier intrinsèque à l'entreprise et rapport à la transaction. Ensuite, on applique ce rapport à notre cas concret, notre entreprise qu'on veut valoriser. Donc, on va déterminer son indicateur financier, donc le BE, et c'est pour ça que vous entendez souvent parler, par exemple, de valorisation avec un multiple de 4 à 7 fois le BE pour des sociétés matures ou de 80 à 100% du chiffre d'affaires, par exemple, dans le secteur de la restauration ou pour des pharmacies, autre exemple. Deuxième type de méthodes qui sont des méthodes fondées sur l'actualisation des flux de trésorerie. Donc, dans ce cas-là, en fait, on va généralement faire un prévisionnel de trésorerie, un prévisionnel d'activité qu'on va décliner en prévisionnel de trésorerie pour l'entité sur 3 à 5 ans. On va déterminer un taux de rendement des capitaux propres, c'est-à-dire le taux attendu par un investisseur pour investir dans cette entité. Et avec ce taux, on va actualiser les flux, ce qui veut dire qu'on va prendre chaque année et on va appliquer un taux d'actualisation année par année et cumuler ces différentes actualisations pour obtenir une valeur d'entreprise. Dernier type de méthode, l'approche patrimoniale. Donc, dans cette méthode qui est plus destinée en fait, à valoriser des holdings ou des sociétés foncières, on fait ce qu'on appelle un actif net comptable réévalué. Donc, en fait, petit rappel sur les méthodes comptables. En comptabilité, on enregistre les acquisitions à leur coût historique, qu'on déprécie si elles ont une usure dans le temps. Donc, on n'est pas sur une valeur vénale des actifs. Donc, dans cette dernière méthode, on réévalue et au final, on fait appel aux deux premières. Je reviendrai moins sur cette méthode qui est en fait moins utilisée dans un contexte général. Donc maintenant, deuxième partie, je vais vous présenter mon analyse en fait, sur les impacts de la crise sur ces différentes méthodes. Donc, en ce qui concerne les multiples,
Alors, premièrement, les indicateurs de l'entreprise en elle-même ont été fortement impactés par cette crise. Alors, on a quelques bonnes nouvelles, des entreprises qui sont plutôt avec des indicateurs en progression, notamment dans le secteur de la santé ou d'autres secteurs, où on a une meilleure rentabilité en 2020 que les années précédentes. On va dire que c'est presque une exception. Si on fait une analyse générale, les indicateurs sont plutôt en baisse. Donc, on part déjà avec un indicateur impacté par un événement conjoncturel, la crise. Donc, le premier point, c'est de retraiter cet impact si on considère que pour l'entreprise, cet événement est conjoncturel. Donc, on va faire ce qu'on appelle des indicateurs normatifs. Deuxième point, on va pondérer l'année 2020 en venant rajouter en fait, les années antérieures, 2018, 2019, pour essayer de montrer ce qui est plutôt le rythme normal de l'entreprise. Donc ça, c'est d'un point de vue vendeur, on va dire, qui a plutôt intérêt à mettre en avant les bonnes années que les mauvaises. L'acquéreur, lui, va regarder plutôt, une fois qu'on aura déterminé un peu cette norme de rentabilité, est-ce que ça sera la norme de demain? Deuxième point sur ces méthodes dites de multiples, c'est les références. En fait, c'est une méthode où on compare. En 2020, il y a quand même eu moins de transactions et des transactions faites dans des contextes particuliers. Donc, calculer des ratios, des multiples sur moins d'itérations et des itérations dans des domaines, dans des contextes un peu particuliers, peuvent nous conduire en fait à des multiples qui ne veulent pas dire grand-chose ou qui ne sont pas adaptés à notre cas. Ça, c'est la première difficulté. Pour la partie multiple boursier, on a un marché qui a commencé par chuter à l'annonce du confinement, notamment sur le marché français. CAC 40 a fortement chuté, puis après c'est redressé, rechuté, redressé. Donc, on est sur un marché qui est assez volatile. Donc, c'est compliqué de calculer des indicateurs pertinents dans un marché volatile. Alors, on peut toutefois aller chercher des indicateurs calculés sur une période antérieure. Ça présuppose que le marché de demain reviendra normal. Donc, voilà, sur cette première méthode qui est très utilisée, la méthode des multiples, elle est quand même un peu moins adaptée en période de crise. Et moi, j'aurais plutôt une préférence sur la deuxième méthode, qui est l'actualisation des flux de trésorerie. Donc, dans cette méthode, on va en fait s'adapter au contexte de l'entreprise. En fait, l'entreprise va déterminer un prévisionnel. Alors, pour cela, en fait, elle va, dans un premier temps, analyser quels ont été les impacts de la crise sur l'année 2020, pour les isoler, mettre en avant les décisions qu'elle a prises. Par exemple, si elle a décidé de maintenir de la masse salariale plutôt que de s'en séparer pour garder des compétences, si elle en a profité pour adapter son offre, s'adapter à son marché, moi je considérerais ça plutôt comme des investissements plutôt que comme des pertes. Donc voilà, on va isoler ces éléments-là, mais l'idée c'est de pouvoir se projeter. Donc deuxième étape, on va se projeter autant que faire se peut sur les années 2021, 2022, 2023. Plus loin, ça paraîtra assez compliqué. Donc, cette projection, en fait, permet de voir comment l'entreprise s'en sort dans son contexte. Est-ce qu'elle a les reins assez solides et quel est son marché de demain? Il y a du mauvais dans cette crise, mais ça a été aussi un formidable accélérateur sur un certain nombre de thématiques. Celle qui vient le plus vite à l'esprit, évidemment, c'est le numérique, mais il y a eu d'autres impacts d'organisation sur les entreprises. Donc, sur cette méthode d'actualisation, en fait, on va vraiment prendre le contexte particulier de l'entreprise pour pouvoir l'isoler d'une tendance générale de marché et pour pouvoir mettre en avant les atouts de l'entreprise qu'on veut valoriser. Deuxième point, on va aussi pouvoir adapter la modélisation en fonction du contexte de l'opération. Est-ce qu'on est sur une opération de levée de fonds, de rapprochement? Et notamment sur des opérations de rapprochement, on pourra éventuellement co-construire un business plan avec la contrepartie. Alors, c'est quelque chose que faisaient naturellement les acquéreurs. Un acquéreur, avant d'acheter, il regarde qu'est-ce que va lui apporter sa cible de croissance externe. Moi, je pense que le vendeur, aujourd'hui, doit un peu anticiper sur cette démarche pour amener sa propre analyse. Il a vécu la crise, il s'est posé des questions, redessiné son marché, il a imaginé des choses. Donc ça, il faut à tout prix le mettre en avant. Pour ne pas tomber en fait dans une assimilation globale, puisque l'assimilation globale fait qu'on a une baisse de valeur a priori des entreprises. Pour un deuxième facteur, alors, dans l'actualisation des flux de trésorerie, la deuxième composante sont le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est en fait le taux de marché des emprunts d'État auquel on va venir ajouter en fait une prime de risque sectorielle, pour faire simple. Donc, en période de crise, cette prime de risque, évidemment, augmente.
Si on prend l'exemple de la crise des subprimes, le taux moyen d'actualisation était passé d'environ 12% à 15% à l'espace de quelques mois, ce qui a des fortes conséquences sur la valorisation de l'entreprise. Moi, je privilégierais plutôt une approche où en fait on fait 3 scénarios, un scénario bas, moyen, haut. On prend un taux d'actualisation plus normatif, c'est un peu hors contexte de crise. Et par contre, on va venir pondérer les scénarios pour mettre en avant dans le contexte de notre opération le scénario le plus plausible, encore une fois, pour défendre la valeur de notre opération quand on est acquéreur, vendeur, pour l'objectiver quand on est acquéreur. Donc, cette méthode d'actualisation de flux de trésorerie, vraiment, je pense que c'est aujourd'hui, elle doit prendre un peu plus de poids dans l'approche des transactions, puisqu'elle permet en fait de cibler au contexte particulier de l'entreprise. Au cours de cette crise, nous, en tant qu'experts comptables, on a accru notre accompagnement des entreprises. On a mis en place plus de business plans que ce qu'on pouvait le faire auparavant, plus de reporting, tout ça pour aider les dirigeants en fait, à prendre des décisions. Est-ce que j'utilise le chômage partiel? Est-ce que je recours à un PGE? Tous ces outils aujourd'hui sont en place et ils nous permettent en fait de projeter plus facilement qu'est-ce que sera l'avenir de l'entreprise d'un point de vue financier. Certains n'avaient pas l'habitude en fait de faire cet exercice de prévision. On a dû le faire notamment dans le cadre des PGE. Et en fait, ça permet de prendre du recul sur son activité, de modifier parfois ses choix stratégiques par obligation ou peut-être aussi par conviction par moment. Donc, je pense qu'au-delà de permettre de valoriser, ça permet de se projeter et de se poser des questions. Et bien sûr, on est à côté de nos entreprises en tant que conseil pour les aider à se poser cette question et à modéliser. Donc, il ne faut pas se dire que les transactions sont impossibles. Elles doivent être approchées, je pense, de manière un peu plus technique, avec un peu plus de prise de recul, mais on peut encore bien valoriser son entreprise si ses fondamentaux avant crise étaient solides et sont restés après la crise. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie évaluation d'un point de vue synthétique. Merci Mathieu. Ce que je retire de ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être encore plus que d'habitude du pragmatisme dans la façon d'analyser l'entreprise telle qu'elle est, donc sortir de choses très lissées, très générales. Et là, on va vraiment rentrer dans l'entreprise, dans ses choix. Tu disais, garder son équipe, c'est investir. Voilà, la façon dont elle peut se préparer pour des prévisions. Et ces prévisions, elles peuvent être co-construites effectivement acquéreur-vendeur. Oui, effectivement, il faut essayer de sortir des moyennes. Quand je parlais tout à l'heure de multiples, 4 à 7 fois le BE, en fait, on va essayer de sortir de ces moyennes pour analyser vraiment l'entreprise dans ses différentes composantes et ses différents marchés. Top, merci Mathieu. Et en fait, il y a une notion d'agilité qui ressort de ça. Gilles, toi, comment tu vois les choses? Alors, comment je vois les choses? Je confirme qu'effectivement, non seulement il n'y a pas eu d'interruption de deal flow, comme le disait tout à l'heure Thomas, mais qu'on rentre dans une phase d'accélération en fait, de toutes ces opérations d'acquisition, de fusion-acquisition. Pour revenir rapidement en arrière, au début de la crise sanitaire, donc tous les fonds d'investissement se sont concentrés sur la survie de leur participation en s'appuyant sur tous les dispositifs d'urgence qui ont été mis en place. Pour les entreprises, elles ont toutes, je dirais, sécurisé leur trésorerie, organisé leur semaine de confinement, le télétravail, et gérer en fait une reprise très modérée qui s'en est suivie. Bon, aujourd'hui, cette étape-là est derrière nous et l'heure est vraiment à organiser la reprise des activités et l'identification des nouvelles opportunités. Alors, dans une situation où l'incertitude encore est importante, mais on s'aperçoit que ces opérations de fusion-acquisition s'accélèrent, se sont accélérées sur le dernier trimestre de l'année 2020 et vont s'accélérer encore plus cette année. Et pourquoi? Parce que les projets en fait de recentrage des activités en fait se multiplient et on assiste aujourd'hui à une concentration en fait des marchés. Alors cette concentration des marchés implique des opportunités de croissance externe pour les entreprises en recherche de cibles. Ça, c'est un petit peu nouveau.
Je rejoins aussi les quelques points qui ont été évoqués sur les choix stratégiques. On s'aperçoit que dans les choix de croissance, maintenant, ces opportunités de croissance externe sont quasiment systématiquement évoquées, ce qui n'était pas forcément le cas avant cette crise. Donc, par contre, évidemment, ces opérations doivent être guidées par, je dirais, une quête de sûreté orientée vers des entreprises donc à la solidité financière éprouvée et qui ont globalement bien traversé la crise. On appelle les entreprises Covid résilientes. Ce sont essentiellement des pure players numériques, mais pas que. C'est aussi des entreprises dont l'activité n'a pas été touchée, voire boostée par cette situation de crise et dont la visibilité, on va dire, sur un moyen terme reste très forte. Voilà, donc Mathieu a mentionné le secteur de la santé, je confirme, tout ce qui est EdTech, e-santé, mais aussi éducation, formation en ligne, EdTech, des secteurs de l'assurance, du logiciel en mode SaaS, du jeu vidéo, et puis certains autres segments de l'agroalimentaire. Tous ces dossiers aujourd'hui, globalement, nous pensons avec certains fonds que ça va représenter à peu près 20% des transactions globales sur cette année, ce qui est quand même très important. Bon, alors, là, on parle de sociétés qui vont évidemment se positionner comme acquéreurs. En revanche, il va y avoir aussi beaucoup de deals très compliqués issus des secteurs qui ont été très impactés par cette crise. Et là, les deals de cession vont être difficiles. Les investisseurs aujourd'hui attendent très clairement, je dirais, la réalisation de ce premier semestre 2021. Le marché, là pour le coup, reste vraiment en attente de stabilisation de ces dossiers. Il y a un problème de volatilité des valorisations, où effectivement ces méthodes de valorisation dont faisait référence Mathieu à l'instant sont très difficiles comment dire, à utiliser parce qu'on ne peut pas faire référence d'un exercice 2020. Il est très difficile d'essayer de se projeter pour ces sociétés sur l'avenir. Donc là, on a affaire effectivement à des deals qui risquent d'être difficiles, mais l'opportunité en fait reste forte puisque ces dernières structures peuvent s'avérer être encore une fois des cibles stratégiques importantes pour quelques acquéreurs. Qu'est-ce que je peux dire encore sur les derniers points? Très clairement, nous, la consigne qu'on donne à nos entrepreneurs, c'est d'anticiper le maximum de choses sur ce premier semestre pour être vraiment prêt à la rentrée du mois de septembre. Voilà. On espère que la vraie reprise, en fait, s'opérera à partir de ce moment-là. Évidemment, chaque cas d'entreprise est unique. Voilà, en fonction de ses performances passées, de sa solidité financière actuelle, de sa résilience, de son secteur au bouleversement qu'elle a subi. Pour maximiser la chance de réussite de ces opérations, qui sont quand même assez nouvelles pour les entreprises, il est clair que plus le dirigeant et ses conseils auront retour tôt à cette mise en place de process de fusion-acquisition, et plus le panel de solutions et de sociétés va s'avérer large et important. C'est une façon aussi de revoir un petit peu leur positionnement concurrentiel. Identifier des sociétés concurrentes qui aujourd'hui sont susceptibles finalement de leur apporter des solutions de croissance externe et encore une fois quelque chose que sont prêts à soutenir les investisseurs. Voilà. Certaines sociétés sont en train de devenir quelque part des véhicules d'investissement et permettre à des investisseurs de financer leurs acquisitions. Voilà, donc dernier point concernant le distress. Bon, c'est clair que cette crise, et on va le voir évidemment cette année,
va entraîner une abondance de cas donc distress. Ce sont des entreprises qui vont avoir des difficultés d'assumer leur engagement financier. Et puis, si l'equity a encore de la valeur, elles devront effectivement rechercher elles-mêmes un acquéreur. Tous ces phénomènes vont accentuer donc cette concentration des marchés et donc le nombre d'opérations de fusion-acquisition. Ok, ok. Et si on se positionne donc du côté de l'acquéreur, encore une fois, il va faire un choix, mais en fonction, non pas d'une stratégie opportuniste, il va aller s'inscrire dans des éléments qu'il recherche. Alors, côté acquéreur, encore une fois, il y a une espèce de champ des possibles qui est en train de s'ouvrir et qui finalement est très, très, très opportun. Pour les entreprises Covid résilientes, c'est vrai que tout ce qui pouvait être envisagé en croissance organique l'est aujourd'hui en croissance externe. Et ça séduit beaucoup, encore une fois, les investisseurs. Maintenant, toutes ces entreprises, comme on le disait tout à l'heure, ont restructuré leurs organisations, ont développé des nouveaux services et sont allées très vite, en fait, dans leur restructuration. Donc, elles ont créé en fait un véritable précédent et de fortes attentes. C'est-à-dire qu'on les attend beaucoup. On attend vraiment la transformation en fait de l'ensemble de leur organisation en business. Tout ce qui a été fait ne va pas être détricoté. On entend parfois une certaine volonté de revenir en arrière sur des organisations, enfin c'est surtout lié à l'organisation du travail. Rien ne va se substituer à rien. C'est-à-dire que les entreprises ont découvert tout un tas de nouvelles choses pendant cette crise, ont été obligées de les mettre en pratique et vont garder ces dispositions, ces organisations où, encore une fois, les nouveaux services qu'elles ont pensé proposer à travers ces nouvelles contraintes de travail. Donc tout ce qui a été fait ne sera pas défait après la crise. Elles pourront au contraire que s'engager davantage dans les nouvelles orientations qu'elles se sont données et qu'elles ont développées pendant cette crise. Le retour en arrière, en fait, serait beaucoup trop risqué. Donc toutes ces mobilisations ont fait l'effet d'une prise de conscience accélérée. Ce qui n'était initialement pas prioritaire avant la crise est devenu maintenant un socle stratégique et donc une priorité. Il est prioritaire maintenant de développer tous ces nouveaux services. Et évidemment, les outils numériques, la transformation numérique a facilité cette accélération. Enfin, en clair, on dit souvent qu'elles ont fait en 6 mois, ces 6 derniers mois, ce qu'elles n'avaient pas fait ces 6 dernières années. Donc oui, on peut ajouter aussi le rôle sociétal qu'elles peuvent jouer et justement leur capacité maintenant à contribuer à ces défis collectifs à leur échelle, à l'échelle de leurs services, de leurs produits, de leurs stratégies, quelle que soit leur activité ou leur taille, et effectivement fait partie aujourd'hui des considérations que regardent les acquéreurs ou les investisseurs. Ce que je retiens, Gilles, c'est que la croissance externe est devenue un levier, enfin est un levier très fort en période de crise, et qu'aujourd'hui on a une concrétisation de beaucoup de choses qui étaient pensées ou qui étaient peut-être en démarrage ou qui prenaient un peu de temps. On parle de digitalisation, on parle effectivement de rôle sociétal, de rôle environnemental. On entend aussi beaucoup parler de gouvernance, prise de gouvernance sur des tailles plus petites d'entreprises. Et c'est effectivement des changements qui se sont accélérés et sur lesquels on ne reviendra pas parce qu'ils apportent beaucoup de bien aux entreprises. Oui, tout à fait. C'est le côté un petit peu positif de la
de la contrainte. Ça a permis encore une fois cette crise qui n'est pas évidemment terminée, qui risque de se reproduire, de créer encore une fois des nouveaux modes de gouvernance, de gestion différents. Et la partie gestion croissance externe, maintenant, est de plus en plus intégrée dans les réflexions stratégiques. Voilà. Merci, merci Gilles. Thomas, en fait, si on prend un peu de hauteur, quand on échangeait, quand on préparait, on se rendait compte que c'est une grande généralité, hein, mais on va quand même avoir différentes positions qui seront aussi liées au profil et aux attentes des acquéreurs, des investisseurs. Exactement. Donc, en tant qu'investisseur financier pour un nouveau deal, c'est-à-dire que ce n'est pas un build-up pour une de nos participations, on va se concentrer sur des sociétés qui vont assez rapidement revenir à un niveau de performance pré-Covid. Donc, autrement dit, on va s'intéresser aux chiffres 2021 et on va essayer de se rassurer sur le fait que les chiffres 2021 seront proches des chiffres 2019. Et des discussions qu'on a avec nos confrères, on n'est pas les seuls à penser ça. Et pour corroborer ce que dit Gilles, il y a en plus de ça une concentration sur un certain nombre de secteurs qui sont les secteurs qui ont le moins souffert, donc santé, éducation, IT notamment, qui sont de plus en plus attractifs et sur lesquels on voit des multiples qui continuent d'augmenter. C'est-à-dire que pré-crise, on avait l'impression qu'on était déjà au maximum, qu'on touchait l'asymptote. Et là, on se rend compte qu'on peut monter encore beaucoup plus haut sur certains secteurs. Concernant les build-up, on raisonne beaucoup plus comme des industriels. Là, c'est différent. On est en recherche de compétences, de technologies, de gamme de produits, de clients complémentaires. Et donc, on privilégie une vision long terme, une vision industrielle. Et on a capacité à s'affranchir des mauvais chiffres 2020, 2021, voire même 2022, par exemple pour l'aéronautique, puisqu'on réfléchit à plus long terme, on va rechercher des synergies, et on constate que sur ces marchés-là, il y a des situations qui se débloquent. Alors c'est un peu paradoxal, parce qu'on l'a dit au début, c'est une mauvaise période probablement pour vendre sa société, si on considère que l'année 2020 a été une mauvaise année du point de vue financier. Mais il y a des situations qui se débloquent, des sociétés qui se parlaient régulièrement, qui se tournaient autour et qui maintenant rentrent dans le concret de la réalisation d'opérations financières. Chacun doit faire un effort. Le cédant, lui, doit probablement vendre un peu moins cher que ce qu'il imaginait. L'acquéreur va devoir acheter beaucoup plus cher que ce qu'il imaginait s'il applique des multiples ou des méthodes qui sont basées sur le passé. C'est pour ça qu'il faut avoir des méthodes prospectives, comme l'a expliqué Mathieu. Mais on arrive à trouver des terrains d'entente. Alors, la troisième typologie d'acquéreurs, ce sont les personnes physiques. Et là, c'est difficile pour eux, parce il faut vraiment que le projet soit très clair, très crédible, parce que les investisseurs et les financeurs sont beaucoup plus sélectifs, bien entendu, notamment concernant l'adéquation entre la personne, son expérience et la société. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie. Merci Thomas, merci effectivement pour ces éclaircissements. Patrick, si on passe maintenant côté cédant. Voilà, le côté cédant, le constat du marché de la cession, même si, comme vous l'avez dit, le deal flow sur le deuxième semestre 2020 a été plutôt important. Il n'en reste pas moins vrai que l'année 2020 a été globalement réduite en nombre de sessions. Et ce qu'on constate, c'est que d'un côté, il y a une accélération des opérations en cours actuellement sur le début 2020 pour finaliser les closings qui étaient décalés, avec notamment une crainte des cédants qu'il y ait un éventuel reconfinement et qu'on se retrouve dans une situation telle qu'ils ont pu la vivre en mars-avril. Et d'un autre côté, on a un marché 2021 qui s'annonce, somme toute, assez disparate. Alors, pourquoi disparate ? Il y a plusieurs positions de cédants qui se détachent. Globalement, on en voit 5. La première, c'est l'attentisme. Alors ça nous a vraiment surpris. C'est globalement, je souhaitais vendre ma société,
Mais vu mon résultat 2020 et mes perspectives ou mes non-perspectives, parce que grosse incertitude actuelle, eh bien, il est préférable d'attendre et de décaler ce projet de cession. Nous parions sur le fait que les situations de mi-parcours seront décisives. La deuxième position, comme on l'avait exprimé plus en avant, c'est la contrainte. Je veux partir pour la retraite parce que j'ai un autre projet, donc j'ai pas le choix. Je veux vendre. Bon, là, clairement, il y aura pour les acquéreurs de très bonnes opportunités, très certainement. La troisième, c'est l'opportunisme. Alors, bien évidemment, il y a des entreprises, et on en a parlé précédemment, qui ont tiré leur épingle du jeu de cette situation, où il y a eu des marchés qui ont été vraiment en croissance. Alors, je rajouterai, au-delà de la santé, de l'IT, de tout ce qu'on a pu parler, le marché de l'habitat. Sur le marché de l'habitat, toutes les dépenses des ménages qui n'ont pas été faites dans les vacances sont passées en grande partie demandées aux vendeurs de piscines, de pergolas, de tout ce qui est l'habitat. Ils ont eu normalement de grosses progressions. Et la digitalisation, je pense notamment à Zoom, avec l'outil à travers lequel on échange. Et donc, ces sociétés qui ont profité de cet effet Covid, aujourd'hui, eh bien, profitent de l'attrait de leur résilience. C'est un maître mot aujourd'hui qu'on entend, la résilience. Et donc, pour le coup, il y a vraiment des vraies opportunités. Quatrièmement, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est la stratégie industrielle. L'exemple type de cédant, on a quelques clients là-dessus, c'est qu'effectivement, ils ont dû faire appel au PGE. Ils ont aujourd'hui un endettement financier qui est important. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que dans le futur, ils n'auront pas forcément la capacité financière pour investir dans leur appareil productif. Et donc, ils risquent d'être obsolètes et donc de mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Donc, bien, stratégie, je vais m'adosser à un groupe de manière à pouvoir sécuriser mon entreprise. La dernière, c'est l'aversion au risque. L'année 2020 a été éprouvante pour nombre de dirigeants qui ont mal vécu en fait cette période. Et leur réflexion, c'est de se dire, eh bien, si je dois encore attendre 2-3 exercices pour revenir à une situation normale, je ne vendrai pas avant 4-5 ans, avec le risque que ma société ne vaille plus rien, qu'elle aille dans le dépôt de bilan et que je passe 4-5 ans hyper éprouvantes personnellement, et donc ils préfèrent vendre. Donc, pour nous, le constat du marché, c'est un marché où l'offre va se développer, va s'intensifier, mais avec des disparités très fortes entre des sociétés résilientes où effectivement, on voit que la valorisation ne faiblit pas, même au contraire, on voit des multiples qui augmentent sur des sociétés qui sont en pleine progression, avec, je pense également à l'armement, où il y a eu des investissements forts qui ont été faits, avec des carnets de commandes à 4-5 ans. Et des sociétés qui vont être en situation difficile où on subodore que le deuxième semestre va être compliqué avec, mais là tu en parlerais mieux que moi Vincent, tout ce qui est entreprises zombies où globalement il risque d'y avoir des défaillances et quel est le risque? Eh bien que derrière ça soit une réaction en chaîne. Oui, donc oui, voilà pour… Pardon? Vas-y, pardon. Non, excuse-moi Vincent. Donc derrière… voilà notre constat. Derrière, une fois qu'on a fait ce constat-là, eh bien, clairement, les deals vont demander plus d'ingénierie, plus de créativité. En fait, c'est comment innover pour trouver un terrain d'entente entre acheteurs et vendeurs. Ce que également je traduis par comment trouver un deal équitable et finançable entre acheteurs et vendeurs. Quels sont les atouts, les arguments à mettre en valeur dans un contexte de crise? Alors, on voit 3 points principaux. Le premier, bien évidemment, c'est de rassurer les acheteurs et les financeurs sur la pérennité, les fondamentaux et les perspectives de développement de la société. Et ça, comment? Eh bien, en mettant en place et justement sur toute l'utilisation d'outils de pilotage et de suivi. Clairement, lorsqu'on est sur des deals, les financeurs, les banquiers, mais également les acheteurs demandent aujourd'hui à avoir une situation à date, ce qui est logique parce que la situation fait qu'on est dans l'urgence pour beaucoup. Et les sociétés qui ne sont pas capables de donner de la visibilité, aujourd'hui, c'est un vrai frein et c'est anxiogène. Donc, clairement, voilà, la mise en place d'outils de pilotage et de suivi précis de l'activité est un vrai atout et nécessaire.
Le deuxième, eh bien, c'est comment construire une solution gagnant-gagnant. J'allais dire qu'effectivement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des constructions de BP à 4 mains, c'est-à-dire que acheteurs et vendeurs, eh bien, travaillent ensemble sur la deuxième vie de l'entreprise, de manière justement à voir quelles peuvent être les synergies possibles, industrielles, commerciales, support et autres. On voit également un vrai, comment dire, focus sur des fondamentaux. Les fondamentaux, eh bien, le premier, reste le carnet de commandes. Donc, lorsqu'on cède, la plupart du temps, au niveau de l'accompagnement, les acheteurs demandent aux cédants, eh bien, de pouvoir se concentrer sur le fait de garantir quelque part que les clients actuels ne vont pas partir, ou à contrario, d'aller prendre la mallette pour aller faire de la prospection. Le dernier point que je vois là-dessus, c'est comment mettre en valeur les investissements qui ont été réalisés. On parle justement d'une valorisation comptable, mais il ne faut pas oublier également qu'une entreprise, ce ne sont pas uniquement des chiffres, mais ce sont dans les fondamentaux un appareil de production, des hommes surtout. Et donc, en fait, les entrepreneurs, les dirigeants qui ont investi sur des hommes, alors que ça soit aujourd'hui sur des matières rares, je pense par exemple aux régleurs dans la mécanique de précision, enfin dans toute l'industrie, quand vous cherchez des opérateurs qualifiés, c'est très compliqué. Si vous avez des équipes qui sont en place, qui sont motivées, qui sont fidèles, c'est très important de mettre en place en fait un management, j'allais dire intermédiaire, de manière à ce que l'entreprise ne soit pas dépendante de son dirigeant. C'est valorisable. L'outil de production est important. Effectivement, si l'outil est compétitif, dès que ça va redémarrer, ça va permettre effectivement à un moment donné de prendre le train en route. Donc, la valeur des investissements réalisés est un point à mettre en avant. Les aspects fiscaux. Les aspects fiscaux, effectivement, on parle de valorisation dans les deals. C'est important pour le cédant, c'est important pour l'acquéreur. Mais pour un cédant, il ne faut pas oublier les aspects fiscaux. Pourquoi ? Parce que on a très souvent des cessions où le cédant ne s'est pas posé la question en amont de savoir à quelle sauce il va être mangé. Donc, important de savoir eh bien, quel est le meilleur véhicule fiscal possible. Est-ce que je monte une holding? Est-ce que je profite d'un abattement fiscal pour départ à la retraite, un abattement majoré pour détention de titres? On parle également de ce qu'on peut mettre en avant, c'est les déficits reportables, parce que clairement, c'est un avantage pour l'acquéreur, ça peut se valoriser. Il est important, il me semble vraiment important, avant tout deal, quand on commence à se poser des questions dans une session, de consulter un spécialiste. Et à partir de là, ça donne le là et ça permet de mieux appréhender. 90% de préparation, ça fait jamais de mal dans un deal. Le troisième point, c'est l'ingéniosité dans la méthodologie de fixation du prix. Alors pour le coup, Thomas, je te solliciterai également puisque tu es un spécialiste, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Aujourd'hui, il y a des solutions qui peuvent être envisagées, qui n'étaient pas du tout intéressantes préalablement. Je pense notamment aux ventes de fonds de commerce. Si vous avez des résultats qui sont financièrement pas bons, peut-être intéressant de vendre un fonds de commerce parce que vous allez valoriser, vous allez valoriser votre entreprise en tant que telle, vos actifs. Mais chaque situation, bien évidemment, s'apprécie au cas par cas. Donc là, il faut être ingénieux. Le résultat 2021 également sera certainement un marqueur important dans la fixation du prix. On est en train d'imaginer que les deals sur 2021 intégreront une variable et cette variable sera le résultat 2021 avec clairement un coefficient de pondération de 2021 très important, ce qui pour nous semble équitable parce que clairement, si l'entreprise repart, si l'entreprise est résiliente, eh bien, il est normal que le cédant ne soit pas, soit à un moment donné récompensé d'avoir comment dire, redémarré l'entreprise, donc il a un bonus, mais qu'en revanche, si l'entreprise ne redémarre pas et que globalement elle reste sur des chiffres moindres que les années précédentes, eh bien, ça paraît logique versus l'acquéreur eh bien, de partager aussi cette baisse d'activité. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, là-dessus, si pour toi la vision est la même.
Totalement, je souscris à tout ce que tu as dit. Nous, on n'a pas trouvé beaucoup mieux que de variabiliser une partie du prix, c'est-à-dire d'avoir un prix upfront qui est basé sur les résultats historiques, notamment 2019, et d'oublier un peu 2020, et ensuite de faire un complément de prix sur la réalisation du budget 2021. Voire sur les années suivantes, mais c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un complément de prix à long terme, sur plusieurs années, parce que ça nécessite que l'équipe de direction reste en place. C'est-à-dire que si l'équipe de direction change, je pense que le cédant n'est pas capable de valoriser un complément de prix à plusieurs échéances. Mais sur une année, sur 2021, c'est la méthode la plus simple qu'on ait trouvée. Okay. Ça a un avantage également qui me semble important. On parlait justement des risques de défaillance d'entreprise à partir du deuxième semestre. Alors, la période aujourd'hui, bien évidemment, n'a pas de boule magique, on n'en sait rien, mais c'est nos prospectives. Le fait de mettre une variable va permettre aussi de rassurer les acquéreurs sur la qualité de la clientèle, parce que clairement, c'est aujourd'hui la crainte. Aujourd'hui, on a une quinzaine de deals en cours. Clairement, c'est la question que se posent tous les acquéreurs. Est-ce que je ne vais pas acheter une entreprise vide de ses clients? Qu'est-ce qui me garantit que derrière, j'achète une entreprise qui va garder sa clientèle? Et cette variable, alors, on peut l'exclure de la gap parce qu'une garantie d'actifs passifs, c'est déjà très anxiogène et c'est souvent des éléments qui sont compliqués à négocier, sortis du fiscal et du social. Mais effectivement, on peut l'entendre dans une partie variable où ça vient impacter, si effectivement il y a une défaillance forte de la clientèle, ça va venir impacter défavorablement le prix de cession. Donc là, le cédant et l'acquéreur ont une même convergence, à savoir conserver cette clientèle. Pour le coup aussi, Thomas, je te renverrai la balle parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on imagine très bien, si les prix de cession sont plus faibles du fait d'une activité 2020 qui a été plus compliquée pour une certaine partie, pour un certain nombre d'entreprises, ce qu'on imagine très bien, c'est de faire réinvestir au capital des holdings d'entreprise, les cédants, avec pour nous un triple bénéfice. Le premier, c'est qu'effectivement, ça rassure les acquéreurs et les banquiers, puisque le cédant accepte de prendre des risques en réinvestissant dans le capital. Le deuxième bénéfice, eh bien, si l'entreprise revient à des niveaux normatifs, ça permet en fait de compenser la perte éventuelle de valorisation, puisque pour 1 euro investi, aujourd'hui, globalement, les banquiers nous demandent d'apporter, on demande aux acquéreurs environ 30% d'apport, ça a augmenté. Donc, si vous mettez 1 euro, grosso modo, voilà, vous pouvez en prendre 2 ou 3 derrière avec de la levée de dette. Et derrière, effectivement, eh bien, c'est le partage des risques et le signal que montre le cédant à son acquéreur, et ça permet d'accélérer en fait le closing des deals, puisqu'effectivement, là, le cédant envoie un message qui est fort. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, là-dessus. Oui, et je suis d'accord. Je rajouterai un argument qui est que ça permet une continuité managériale, une sortie en sifflet du dirigeant précédent qui va être coaché qui va coacher le nouveau. Et donc, on y voit aussi beaucoup de bénéfices pour la société cette fois-ci. Dernier point, effectivement, en fait, sur une certaine… Alors, je me place du côté cédant puisque nous accompagnons les dirigeants à la cession. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes à plus d'internationalisation. On a de plus en plus de contacts avec des sociétés, des acquéreurs d'autres pays. Je pense notamment à la Suisse, à des gens qu'on ne voyait pas comme les pays de l'Est, qui aujourd'hui, effectivement, sur certains secteurs, sont en plein développement, ont du cash et veulent profiter de la crise pour pouvoir s'implanter, parce qu'ils ont bien compris que lorsqu'on ferme les frontières, ce n'est pas simple. Et pour le coup, ces acquéreurs aujourd'hui sont peut-être plus à même de payer ou de surpayer pour arriver à prendre position. Alors effectivement, il y a d'autres difficultés parce qu'ils ne sont pas très au fait de nos us et coutumes. Mais clairement, ça permet en fait sur certains deals à nos cédants d'arriver à trouver des valorisations
ou à trouver directement des acquéreurs. Oui, et Patrick, je voyais un article là, ce matin des Échos sur le sujet qui disait que, je crois, sur 2020, on peut considérer qu'au niveau mondial, le flux des deals, donc plutôt sur les gros deals, s'est très très bien passé et que je crois que c'est 110 milliards d'euros qui ont été injectés par des investisseurs étrangers en France, ce qui représente 74% de hausse par rapport à une année normale. Donc il y a eu un surinvestissement d'étrangers en France, un réel intérêt, un regard marqué sur les entreprises françaises, quoi. Tout à fait. Mais le cut-off descend, puisqu'aujourd'hui, auparavant, ils ne s'intéressaient pas à des PME. Quand je dis des PME en dessous 10-15 millions, ils ne regardaient pas. Et là, aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est moins le cas. Du fait, justement, je pense, de la situation, des fermetures de frontières, enfin de tout ce qu'on a connu, la difficulté pour eux d'accéder au marché. Ok. Donc voilà ce que je peux dire du côté des cédants et de l'ingéniosité qu'on va devoir mettre en place pour arriver à closer les deals, qui somme toute, en ce qui nous concerne, ça n'a pas forcément faibli. Bien au contraire, on a un deal flow, je pense, qui va être important sur 2021, si bien évidemment, la situation ne change pas, ce sur quoi personne aujourd'hui n'a de certitude. Voilà. Tout à fait. Donc, moi, ce que je retiendrai de ton intervention très complète, je te remercie, c'est cette variabilisation qui prend vraiment beaucoup de place. Deux possibilités, le earn-out pour permettre un complément de prix si les choses se passent comme prévu dans ce BP, et ta notion de BP à 4 mains me va bien, effectivement, si on s'inscrit dans une continuité ensemble, mais également la possibilité d'un séquestre qui, lui, serait plutôt associé à une difficulté assez rapide sur une clientèle ou sur des choses qui ne tourneraient pas comme prévu initialement, quoi. Exactement. Très bien, merci Patrick. Là, la parole maintenant à toi, Cédric, pour échanger ensemble sur des sujets qui sont des stratégies vraiment agiles et qui sont un petit peu peut-être le rapprochement entre ces opportunités dont on parlait et des entreprises qui, elles, ont besoin d'une perspective, d'une pérennité, de nouveaux financements. Oui, merci Vincent de me donner la parole. Effectivement, je voulais aborder dans cette partie 3 points, le sujet de la concentration, les moyens pour faire des acquisitions, et puis un dernier point concernant les plans d'amélioration de la performance dans l'objectif d'une cession ou de renforcement de fonds propres. Pourquoi je voulais aborder ces points? Parce que c'est vraiment des cas concrets que je rencontre moi au quotidien à travers les entreprises que je suis. Donc voilà, c'est un plan très pragmatique, très pratique. Le premier point, je vais être bref sur la concentration. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la crise liée au Covid entraîne une fragilisation. On en a beaucoup parlé jusque-là. Et donc, il y a certains secteurs d'activité, on parle beaucoup de l'automobile et de l'aéro, c'est même le gouvernement qui pousse à travers ces plateformes automobiles, plateformes aéro, dans la concentration de ce secteur d'activité. Et donc, c'est très concret parce que effectivement, il y a des identifications d'entreprises ou de groupes qui pourraient effectivement se rapprocher l'une avec l'autre. Je donne l'exemple de ces 2 secteurs d'activité parce que ce sont notamment 2 secteurs identifiés par le gouvernement à travers cette plateforme, mais il y en a naturellement bien d'autres. Ce qui est intéressant dans l'optique d'une concentration sur son secteur, c'est de grossir en taille d'entreprise. C'est un des problèmes en France, c'est que nos entreprises sont trop petites, donc il faut tendre vers des entreprises de taille européenne. C'est d'être plus gros et donc plus solide face, d'une part, à la concurrence, d'autre part, face aux clients. On a un meilleur pouvoir de négociation quand on est plus gros. C'est d'être plus solide aussi pour lever des financements. On le sait, quand on est plus gros, quand on a plus d'engagement, on a plus de capacité à lever des financements. Et puis, après, le cœur du réacteur, ce sont les fonds propres. Et donc, ça permet quand même d'envisager aussi d'avoir des fonds plus solides. Deux exemples très rapides pour illustrer. Je vous parlais de l'automobile. Moi, j'ai un cas très concret d'un groupe, un équipementier automobile,
qui est en train d'étudier un rapprochement avec un autre acteur de son même secteur d'activité. Et donc l'enjeu, c'est tout ce qui a été dit précédemment par vous, messieurs. Les enjeux, c'est un enjeu, bien entendu, de valorisation pour savoir s'il peut y avoir un rapprochement à parité ou pas exactement. Il y a un enjeu de gouvernance et puis naturellement un enjeu de compatibilité industrielle et de complémentarité industrielle. C'est des sujets naturellement passionnants, mais c'est des sujets profonds, mais il y a un vrai intérêt identifié des deux parties pour ce rapprochement, pour devenir un acteur plus gros et générer surtout beaucoup de synergies. J'ai le même cas dans l'aéro. Alors là, on n'est pas tout à fait sur, je ne suis pas sur un cas de rapprochement, mais je suis plutôt sur un cas d'absorption dans l'objectif de constituer un groupe qui a une taille significative pour exister face aux grands donneurs d'ordre. Donc voilà. Donc là, on est plus sur un cas effectivement de prise de participation majoritaire au capital pour constituer un panel de compétences dans le secteur aéro et être reconnu comme un acteur de taille importante. Alors, le deuxième point, c'est comment faire ces acquisitions. Hein. C'est quels sont les moyens pour faire ces acquisitions. Je me concentre, je ne veux pas prendre la place pour ceux qui font ça très bien dans des contextes purement inbonistes. Là, on parle de tous ces outils aujourd'hui dans un contexte de crise. Donc, je vais rester dans le contexte de crise. Le premier moyen, c'est de faire une acquisition in bonis, de manière très classique, mais dans des situations où le fonds de commerce est bon, peut-être un peu abîmé par la crise, mais il y a du potentiel, d'accord ? Donc, on peut très bien envisager de mettre des compléments de prix comme viennent d'en parler Patrick notamment. Mais on peut utiliser un effet de levier sur la dette en négociant un rachat de la dette à un certain pourcentage, 20, 30, 40, 50%, d'accord ? Pour solde de tout compte. Donc, on paye cash une partie de la dette et le reste est abandonné par les banquiers. Donc, ça demande naturellement une phase de négociation qui peut être plus ou moins difficile, plus ou moins longue. Souvent, pour ces phases de négociation, les entreprises, les dirigeants se font accompagner par un avocat spécialisé et parfois par un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Mais naturellement, ça a un effet de levier immédiat. Et donc ça, c'est typiquement, je vous parle de ce cas de figure, c'est exactement le cas dont je vous parlais de mon projet dans l'aéro, où il y a eu de la dette, beaucoup de dettes levées les années passées, pendant 5 ans dans un cadre de développement, et les choses ont fait que, notamment à cause du Covid, le niveau d'activité, le niveau de performance qui était connu avant ne sera plus possible. Donc, on est sur un cas de surendettement. En revanche, le fonds de commerce est bon, donc il y a un intérêt à racheter l'entreprise, mais c'est impossible de la racheter avec toute sa dette. Le deuxième moyen que vous connaissez tous, c'est une reprise en plan de cession à la barre du tribunal. Et c'est particulièrement ton métier, Vincent. Et donc là, en reprenant cette entreprise, on reprend les actifs de l'entreprise, on ne reprend pas le passif. D'accord ? Donc, on ne reprend pas les dettes bancaires, mais on ne reprend pas dans l'ensemble du passif. Bon, c'est efficace, particulièrement efficace, en particulier quand on reprend une entreprise de son secteur d'activité, parce qu'il faut quand même relancer la machine, la relancer rapidement, la machine commerciale, la machine industrielle. Et puis, il ne faut malgré tout pas oublier que l'investissement d'une reprise à la barre n'est pas zéro, hein, ça peut même être significatif, parce qu'il y a un prix de cession. Il faut reconstituer le BFR, qui dans certains cas peut être significatif. Il y a en général les pertes intercalaires à financer. Hein, pendant post-reprise, l'entreprise
peut faire encore des pertes d'exploitation pendant une durée X, et donc il faut financer ces pertes d'exploitation. Et puis, dans certains cas, il y a quand même aussi des coûts cachés qui ne sont pas chiffrés, mais c'est le temps que les équipes managériales vont passer sur le projet en tant que tel. Voilà, ça fait partie des coûts cachés. Le dernier outil, c'est la reprise d'une entreprise qui est en redressement judiciaire ou en sauvegarde. Et l'idée, c'est de ne pas la reprendre en plan de cession, mais de la reprendre en plan de continuation, en plan de redressement. C'est-à-dire que là, on ne va pas faire fi du passif, mais on reprend l'entreprise avec toutes ses dettes, avec tout son passif. Alors, vous allez me dire, ça ne sert à rien de reprendre le passif. Eh bien, ça peut avoir un intérêt parce que dans le cadre de ces plans de redressement, la dette est étalée sur 10 ans. Mathieu parlait de taux d'actualisation tout à l'heure. Alors, c'est vrai que la dette sur 10 ans, eh bien, il faut l'actualiser. Une dette sur 10 ans à aujourd'hui, elle n'a en fait pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins de valeur. Et puis, c'est surtout intéressant dans les cas où la reconstitution du BFR peut être plus coûteuse que de reprendre les dettes. Moi, j'ai croisé le cas à plusieurs reprises. Sur le dossier Chem1, qui est un dossier lyonnais qui fabrique du PVC, notamment à partir des matières issues du pétrole, eh bien, le repreneur avait repris l'entreprise en plan de continuation d'embarquant tous les dettes parce qu'il avait considéré que les coûts de reconstitution du BFR étaient plus importants et donc c'était plus intéressant de reprendre en plan de continuation. Un dossier un petit peu plus récent, vous avez peut-être entendu parler, c'est le dossier Famar, Famar Lyon notamment, où c'est pareil, c'était un plan de cession qui était ouvert par les administrateurs judiciaires et c'est finalement un repreneur qui a repris en plan de continuation pour la même raison, puisqu'il a considéré que les sommes à mettre en place pour reconstituer le BFR étaient trop importantes et il a donc fait une négociation également sur une partie du passif où il a payé une partie du passif cash pour solde de tout compte. Voilà. Donc on peut avoir aussi ces mix dans le cadre de reprise. Voilà, le dernier point pour terminer, je voulais aborder le sujet des plans d'amélioration de la performance. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai 2 dossiers actuellement sur ces sujets-là. Ce sont des dossiers qui ont été fragilisés par le Covid, alors qui avaient certes des faiblesses aussi avant, mais on sait très bien que le Covid exacerbe aussi les faiblesses de l'entreprise. Et on est sur des sujets, d'une part, de renforcement de fonds propres pour un de mes cas de figure, d'autre part, une cession envisagée. Sauf que envisager l'un et l'autre avec une exploitation déficitaire, c'est compliqué. Alors, les capitaux propres sont plutôt bons, donc l'historique de l'entreprise montre qu'elle a gagné de l'argent, donc c'est-à-dire que le fonds de commerce est plutôt bon, mais il a besoin d'être dynamisé. Et donc, il y a un enjeu de valeur, c'est réussir la cession d'une entreprise déficitaire, ça ne marche pas très bien. Et puis, il y a aussi un sujet d'optimisation de la valeur pour le cédant. Et donc là, on est en train de monter un plan d'amélioration de la performance, un plan de retournement qu'on va écrire de manière très concrète, avec des leviers opérationnels pour nourrir le business plan, peut-être avec des acquisitions stratégiques plutôt à court terme. Voilà. Et l'enjeu, ça va être de trouver un repreneur ou un investisseur qui va bien comprendre l'intérêt qui va bien comprendre le plan de retournement à un horizon pas trop lointain. C'est parce que comme il était dit auparavant, l'enjeu c'est aussi de rester sur un horizon plutôt court terme, comme le disait Thomas notamment, c'est qu'il y ait des premiers effets qui soient ressentis dès l'exercice 2021. Voilà ce que je pouvais dire, Vincent, sur le sujet. Top, je te remercie Cédric, et puis effectivement pas mal de choses qui font écho. Cet intérêt d'une new money dans le cas d'un plan par Conti qui permet simplement d'aller restructurer cette dette et puis effectivement en payant le solde sur un certain délai. Et puis je prendrai la balle au bon sur ces plans de performance, puisqu'on a la chance de travailler sur certains sujets
ensemble. Et en fait, c'est quelque chose qui est ultra concret et qui se base sur cette notion de résistance des sociétés. Aujourd'hui, on a tous vécu quelque chose, on a tous eu des impacts. Pour certains, c'est des impacts hyper bons, pour d'autres, c'est des impacts plus difficiles, voire très difficiles. Mais on a toujours des bases, on a toujours des actifs et sur lesquels on va pouvoir reconstruire quelque chose. Alors nous, on conseille toujours de partir par un diagnostic 360 qui aura l'avantage de regarder aussi bien ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise que ce qui se passe dehors. Et ce qui se passe dehors, c'est intéressant pour une raison simple, c'est que stratégiquement, on peut avoir intérêt à aller regarder de nouveaux marchés. Le premier exemple que je vais vous donner, qu'on a tous entendu autour de nous, ce sont ces fabricants textiles qui ont pris la balle au bond et qui sont devenus fabricants de masques et qui ont pu réussir à basculer, à pivoter leur activité de façon temporaire dans un premier temps, mais qui sait peut-être de façon plus pérenne par la suite. Sur d'autres sujets, on a effectivement aussi des gens qui avaient une très forte technicité, qui aujourd'hui étaient appliquée uniquement à un secteur donné. Je pense encore une fois au secteur de l'aéro, mais en fait, en prenant un peu de hauteur et en passant par des experts opérationnels chevronnés qui vont pouvoir faire des fois des passerelles par rapport à leurs précédentes expériences, ils se sont rendus compte, je pense à un client notamment, qu'il y a des applications de leur technologie sur d'autres secteurs qui, eux, sont en plein boom, notamment des fois des secteurs d'application médicale. Donc, on a vraiment l'intérêt d'avoir ce panel, cette vision 360 qu'on va pouvoir en plus après utiliser comme un outil de projection, un outil de change management aussi en interne et sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour renforcer le lien avec les équipes, pour encore plus mettre en avant ce capital humain. Pourquoi une équipe élargie? Parce que de plus en plus, on est sur des situations où la porosité est grande et encouragée notamment. Alors en interne, entre les différentes directions, aujourd'hui passer en mode projet, c'est être capable de mettre sur un sujet donné, avec des objectifs donnés, une équipe qui va être un petit peu saupoudrée des différentes compétences internes de l'entreprise, mais qui va également aller chercher de l'extérieur des compétences, des savoir-faire et des expériences situationnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à encourager parce qu'on est sur une dynamique qui va être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. On est sur quelque chose qu'on va toujours encourager sur un mode expérimental. On n'est plus sur une copie parfaite, on est sur une copie qu'on va faire évoluer de façon itérative. Mais ces différents tours de roue vont permettre aussi d'exposer les autres acteurs autour de nous, que ce soit internes dans l'entreprise ou nos partenaires, clients, fournisseurs, et donc de les intégrer, de les inclure dans la démarche. Donc, c'est quelque chose qui se fait avec le temps et qui fonctionne bien comme ça. Derrière la démarche agile, la démarche digitale, c'est effectivement une finalité qui a un outil, qui va être souvent un accélérateur, un facilitateur, mais c'est aussi une démarche, c'est vraiment une culture d'entreprise et quelque chose qu'il faut pouvoir voir avec des méthodes et encore une fois avec des expériences qui permettront de pouvoir aller toucher les bons leviers. Derrière tout ça, ça a effectivement des impacts forts sur la transformation des business. On parle de pivoter, on parle de faire changer les entreprises. Tout à l'heure, on parlait également de la stratégie qu'on va avoir RH. On a des gens qui sont venus nous voir au premier jour en disant bon, qu'est-ce que je fais? Clairement, j'ai une visibilité qui est dégradée sur X mois, voire X années. J'ai des super compétences en interne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sépare de ces gens-là au risque de ne plus les avoir demain au moment où il faudra agir? Ou est-ce qu'au contraire, je trouve une façon de pouvoir les maintenir? Et là, il faut faire appel aux financeurs, il faut faire appel aux partenaires. Je pense à toi, Thomas, notamment, qui a joué un rôle auprès de vos participations, je crois, hein, tu me confirmeras, dans ces prises de position. Tout à fait. Enfin, nous, on a pas mal de nos dirigeants qui nous ont posé cette question. Est-ce qu'on garde les gens ou est-ce qu'on s'en sépare? Si on s'en sépare, on fait un bien meilleur 2021, mais probablement un beaucoup moins bon 2022. Et on a dit à tous les dirigeants de garder les équipes. C'est ce qui nous semble créer le plus de valeur à moyen terme.
Parfaitement. Et je pense que derrière ça, il y a aussi la notion de confiance, qui est une notion finalement très subjective. Mais parce qu'on va être capable justement d'échanger, parce qu'on va être capable de co-construire, parce qu'on va être capable de se mettre ensemble autour d'un sujet, on va pouvoir aussi avoir confiance et s'épauler dans les phases plus difficiles. Tout à fait. Merci. Voilà, donc on a fait le tour de notre sujet, en tout cas de la façon dont on voulait vous l'exposer. On a conclu avec ces quelques mots, ces quelques phrases. On est bien sûr face à un marché de la cession-transmission qui est en mouvement, aussi bien par le volume des opérations. Patrick nous donnait tout à l'heure son deal flow et il s'accélère jour après jour, mais également par les pratiques. On a parlé beaucoup de ces variabilisations. On a parlé avec Mathieu notamment de cette possibilité de pouvoir être au plus proche de la réalité concrète de l'entreprise. On a parlé avec Cédric de façon de pouvoir aller trouver des leviers sur des dettes, donc faire une force d'une faiblesse au départ. On a parlé avec Thomas de cette capacité d'accompagner, d'être ensemble, et puis de cette façon de voir les choses en fonction de la position. On n'est pas dans les mêmes positions quand on est industriel que quand on est financeur sur une première acquisition. Et puis avec Gilles, on a vu également la façon dont on va pouvoir pivoter ces marchés, dont on va pouvoir aller toucher des nouveaux sujets, dont on va pouvoir aussi des fois se permettre d'essayer. En tout cas, cette co-construction permet très souvent, si ce n'est tout le temps, de trouver des solutions opérationnelles et financières et qui permettent d'avancer sur les sujets. On est tous convaincus que chaque cas est unique et que justement, parce qu'on va se mettre autour d'un sujet, on va être capable d'aller trouver dans la question de l'un une réponse chez l'autre, et puis petit à petit, petit pas par petit pas, faire avancer les sujets. On a mis en place certaines méthodes de co-développement qui sont assez incroyables, et on sera à votre disposition, bien sûr, pour vous présenter ces outils, voire pour vous inclure dans ces démarches. Ce sera avec grand plaisir. Merci, messieurs, de ce beau webinaire, de ce moment qu'on a partagé ensemble, de vos témoignages. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée. Si chacun veut dire un mot, c'est ouvert. Merci Vincent pour cette excellente animation et à très bientôt en tous les cas. Merci à tous. Merci à tous. Bon courage aux chefs d'entreprise qui nous écoutent parce que c'est difficile en général et encore plus en ce moment. Et bravo. Moi, je voulais effectivement également féliciter les nouveaux futurs repreneurs qui vont se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et pour le coup, voilà, je leur souhaite que de bonnes choses, très clairement. Bonne journée à tous et à toutes. Merci à tous pour votre attention. Au plus près des entrepreneurs, beaucoup restent convaincus qu'il y a un monde pour demain. Il ne faut pas être trop pessimiste. Il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Et n'hésitez pas à vous entourer d'experts. Bonne journée à tous. Merci pour votre attention. À bientôt. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.